Aujourd'hui, je suis avec Anne, sorcière de Bretagne, qui fait des encens absolument magnifiques. Et voilà, 1 heure de vidéo. On a discuté ensemble de tout ce qu'elle fait, comment elle l'a fait, qu'est-ce qu'elle a créé, d'où elle vient, quels sont les pouvoirs entre guillemets de ces encens. Vous allez voir, ça va vraiment être très intéressant. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Charlton le magicien et j'aide les gens qui sont dans une démarche d'éveil de conscience à développer leur capacité, à pouvoir dépasser leurs traumas qui les empêchent de pouvoir avancer. Parce que le problème, je pense que tu sais déjà, c'est qu'en fait, on est quasiment tous bloqués par le mental et on continue à rester dans des schémas qui sont des schémas qu'on n'a pas envie de suivre et qui nous empêchent de répandre vraiment notre vraie lumière. Et donc, si tu veux pouvoir te développer sur ton chemin d'éveil de conscience, tu peux cliquer sur le lien en description, réserver un appel avec moi et de pouvoir te donner des pistes, de pouvoir t'aider à avancer, à trouver quels sont tes schémas inconscients qui t'empêchent d'avancer et qui te bloquent pour vivre ta vie de rêve. Sur ce, je te laisse finir la vidéo. Je sais pas, j'ai vécu ci ou j'ai vécu ça, t'en penses quoi? Alors voilà, qui m'explique que c'est des dragons, d'autres c'est des devas. Les devas beaucoup parce que je bosse avec les plantes et Oui. c'est les esprits des plantes en fait. Et complètement. Mais après voilà, moi je suis pas médium, je suis pas, je sais pas te dire par où ça passe en fait. Ouais. Voilà. Moi j'ai plus l'impression que c'est quand je ressens quelque chose, quand je conscientise quelque chose. Le sentiment que j'ai d'une façon générale, c'est que c'est plus comme si c'était quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de moi et que d'un seul coup, il y avait l'espace pour que ça émerge à ma conscience. D'accord, ouais. C'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire que j'ai une bulle qui remonte. Tu vois, c'est pas, t'as des gens, ils ont, quand ils te parlent des énergies, quand ils te disent tout le temps, ça vient de là-haut. Moi là-haut, je connecte pas du tout. Tu vois, ça me parle pas du tout. Par contre, d'avoir le sentiment qu'il y a un travail intérieur qui s'est fait et qu'à un moment donné, hop, tu touches un truc, bah ça ouais, ça me parle plus. Là, c'est plus le marais où tout est enfoui et puis de temps en temps, hop, t'as une bulle, Ouais. voire un petit feu de Saint-Elme qui vient se balader sur le marais, quoi, tu Ouais. vois. C'est plutôt ça, Ouais, moi. l'idée. Bah, ouais. Alors du coup, on a toutes les plantes là, avec lesquelles tu fais sécher pour avoir les... Ouais, donc là, en fait, bah, tu te trouves dans mon atelier. Ouais. Donc c'est mon athanor, hein, si tu Oui. veux, mon alambic, voilà. Donc derrière toi, tu as toutes les plantes que j'utilise. Ah oui, excellent. Et puis là, bah ouais, c'est une partie, ça par exemple que tu as là-bas, c'est de la flouve. C'est de l'avoine odorante en fait, hein, c'est ce qu'utilisent les Amérindiens, c'est une autre variété mais qui pousse ici. Et les grands buissons avec les tiges noires, là c'est du Ciste ladanifère. D'accord. Ouais, avec lequel je suis en train de cogiter un encens. Donc celui-là, il attend, Ouais. il n'est pas encore transformé, on s'apprivoise. Et parce que c'est toujours mieux d'utiliser des essences locales que d'aller chercher des plantes. Ouais, moi je suis assez local. Je me dis que. Ça, je vais te donner un exemple tout bête. Il y a une plante qui pousse en Afrique et qui est réputée pour les problèmes de rhumatisme, c'est l'Arpagophytum. Tu en as peut-être entendu parler. Le problème, c'est que quand les Occidentaux ont trouvé les propriétés de l'Arpagophytum, ils se sont rués dessus. Ouais. Et puis, ben, dans les villages d'Afrique où il n'y a pas beaucoup d'argent, les gens, ils ont troqué leur culture vivrière pour de l'Arpagophytum, c'est-à-dire rentrer dans un système où ils n'ont plus de culture pour se faire à bouffer. Par contre, ah ouais, ils touchent de la thune, ouais, mais la thune, il faut aller au village d'à côté et acheter du riz et du machin. Alors qu'en fait, ici, tu as une plante qui a un nom assez bizarre, mais qui s'appelle la scrofulaire, qui a exactement les mêmes propriétés. Ah ouais, mais c'est une plante locale, et puis elle s'appelle la scrofulaire, ça fait pas joli, quoi. Tu vois, Arpagophytum, ça fait mieux, on appelle ça la griffe du diable, tu vois, ça met l'imaginaire en route, et voilà, quoi. Donc moi, je privilégie des plantes locales. Oui, parce que forcément, en plus, dès qu'on est dans une logique un peu magique, il y a l'esprit de la plante aussi avec. Donc quand une plante, enfin quand on prend l'enzyme chimique mais qu'on n'a pas l'esprit de la plante, c'est pas du tout pareil en termes de. Ben ouais, puis c'est, enfin je sais pas, tu es en lien avec ton biotope, quoi, tu vois, c'est un peu la base aussi. C'est clair. Nous, on a peut-être, tu vois, dans nos gènes, on est peut-être hyper mélangés, on a peut-être des origines africaines, des origines de tout ce que tu veux. Mais bon, en même temps, on est imprégné du lieu dans lequel on vit, quoi, tu vois, où on grandit, où on évolue. Et je trouve qu'on tisse des liens, même inconscients, même sans s'en rendre compte. Mais les plantes que tu croises tous les jours, même si tu connais pas leur nom, tu sais les reconnaître. Donc tu as déjà quelque chose qui se passe. Oui.
Oui, puis même au niveau les corps énergétiques se rejoignent, ça fait des mélanges. Et j'avais vu effectivement que quand on fait son jardin, en fait, les plantes du jardin, elles se mêlent entre guillemets, et du coup, elles vont faire exactement ce qu'il faut pour toi, pour pouvoir te guérir des problématiques que tu peux avoir, etc. Ouais, 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 bah c'est... Quand tu bosses en permaculture, par exemple, tu vois, tu as aussi des théories comme ça, ou en biodynamie. Ouais, Tu as beaucoup de choses comme ça qui sont expérimentées par les paysans, quoi, en fait, Mhm. et ils se rendent compte en, en biodynamie, par exemple, c'est ceux qui sont les plus branchés, c'est les vignerons. D'accord. Parce que la vigne réagit tout de suite, le vin réagit tout de Ouais. suite. Il y a des résultats tout de suite. Donc oui, pour moi, il y a vraiment un lien, quoi, tu vois. Pareil, quand tu t'installes quelque part, quand on te dit que tu es appelé par un lieu, Oui. moi, je ne sais pas exactement ce qui t'appelle et ce qui fait sens, mais en tout cas, il y a un truc qui résonne forcément, quoi. Ah, c'est la vibration particulière qui est en accord avec ta propre vibration, et donc Bah oui. ça colle, quoi. C'est aussi pour ça que des fois, tu déménages. Oui, c'est clair. Parce que ça marche plus, ça vibre plus, quoi. Et alors, pour te présenter rapidement, donc Anne. Ouais, donc Anne, donc là on est à Huelgoat. Ouais. Moi je fabrique des encens depuis 18 ans. Pourquoi je me suis mise à faire des encens? Parce que tout simplement les encens que je trouvais dans le commerce, je faisais des réactions de maux de tête, Oui. de nausées, et je me disais qu'il y avait un truc qui était pas net là-dedans. Et c'est rigolo parce que peu de temps après, il y a eu les premiers scandales qui sont sortis sur les encens. Et je me suis mise à faire mes encens, justement avec l'idée qu'on a des petits trésors chez nous, des plantes, des parfums, des choses, et que pourquoi aller chercher super loin Et puis ça permet de revaloriser des plantes aussi. Oui. Voilà, donc ça fait 18 ans que je patouille dans mes plantes. Et pour avoir effectivement utilisé tes encens, c'est très très... On sent que c'est chargé en énergie et c'est très efficace, quoi. Ouais, alors il y a aussi un truc auquel je fais très attention, c'est les origines. C'est-à-dire que si tu veux, moi je bosse beaucoup avec des petits producteurs, beaucoup en local. Et puis beaucoup aussi, tu vois, le peu de plantes que j'ai qui poussent pas en France, c'est-à-dire les épices, badiane, cannelle, tu vois, ce genre de choses. Quand je les achète sous mention Déméter, donc en biodynamie. Parce que tu peux faire du bio à l'international, pas de problème. Hein. Tes plantes, elles seront bio. Mais par contre, au niveau éthique, les conditions de travail, il suffit de voir ce qui se passe en Espagne ou en Italie. Moi, je veux pas bosser avec des plantes comme ça, quoi. Tu vois, je peux pas. Éthiquement, c'est pas possible. Je me dis que... Puis l'encens, en plus, sachant que c'est un truc que tu fais brûler... qui te rentre quand même d'une certaine façon dans le corps et dans les poumons, tu as plein de capteurs en fait. Que souvent il y a quand même une démarche spirituelle derrière. Pour moi, tu peux pas faire d'encens avec de la merde. Je le dis cash, hein, mais voilà quoi. C'est clair. Donc ouais, je suis hyper exigeante par rapport à ça. Et ce qui fait que du coup, tes encens sont très intéressants quand on comparait à quelque chose de plus basique qu'on trouve dans les entre guillemets grandes surfaces de la spiritualité. Ouais, clairement, ça n'a rien à voir. Oui, pour moi, si tu veux, c'est comme si tu comparais, je sais pas, une rose qui pousse dans ton jardin avec une rose que tu vas acheter chez un fleuriste et qui vient du Venezuela. Tu vois, et que qu'il n'y a pas de parfum, et puis quand tu la mets dans l'eau, en fait, elle s'ouvre même pas, tu vois, elle se momifie sur place. Pour moi, c'est la différence entre, je veux dire, des encens classiques indiens, parce que 98% des encens sont indiens. Et moi, on est sur deux planètes, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené du coup à l'encens à la base? Donc j'imagine que c'était Mon nez. Ouais. Mon nez. Non, après, je suis tombée là-dedans. J'avais une grand-mère qui était femme aux plantes. D'accord. Et l'autre qui était passionnée de parfum. Donc quand d'un côté, tu suis, quand t'es môme, une grand-mère qui fait des cueillettes tout l'été, puis que tu la vois faire des baumes, que tu la vois préparer des tisanes, que tu t'en rends pas compte, mais en fait, tu engrammes. Tu vois, toutes ces connaissances-là, puis les odeurs déjà aussi. Et puis mon autre grand-mère, elle était fan de parfum. Donc tous les ans, on allait en pèlerinage, parce que c'était vraiment le pèlerinage à Grasse, tu vois, qui est un petit peu la cité du parfum. Et elle avait aussi des rosiers qui étaient très odorants, elle en avait plusieurs variétés, c'était sa petite folie. Et tous les soirs, religieusement, on faisait le tour du jardin pour aller mettre le nez sur chacune des roses. Et puis c'était quelqu'un qui cuisinait très bien. Enfin, tu vois, moi j'ai grandi dans ce truc... très sensuel, des odeurs, des parfums,
de ce que tu portes à ta bouche, de ce que tu goûtes, de ce que tu touches. Elle était couturière, donc moi j'avais plein de tissus. Donc voilà, les encens, c'est venu, je pense que c'est venu de là, quoi. Oui, donc forcément, naturellement, bah, ça s'est fait Ouais. quasiment tout seul, quoi. Excellent. Et comment ça s'est passé au début? Parce que j'imagine que forcément, au début, tu bricoles, quoi. Et ben au début, Tu perds ouais, des plantes exactement, à tu côté. bricoles. Alors au début, tu bricoles. Donc moi, j'ai commencé, bah, comme plein de gens, avec des résines. Ouais. Donc de la myrrhe, de l'oliban. Et puis les résines, j'adorais ça. Mais je me rendais compte que bah, c'était compliqué à travailler les résines. Et puis bah, je me dis, tiens, si je mettais, j'avais des roses dans mon jardin, tiens, si je mettais de la rose, ah bah oui, puis tiens, j'ai un pied de lavande, et puis tiens, j'ai machin. Et c'est vrai que c'est pas évident de se le représenter, mais moi quand j'ai démarré, j'ai commencé à faire mes encens il y a 25 ans à peu près. Ouais. Oui. Et à l'époque, tu avais très peu d'internet, t'avais pas les réseaux qu'on a maintenant, t'avais quelques bouquins sur les encens dans des librairies spécialisées, mais t'étais tout de suite autour des encens du vaudou, t'avais pas de connaissances, je veux dire scientifiques des plantes. Tu vois, t'avais des choses en herboristerie, en phytothérapie. Les huiles essentielles, ça démarrait, mais sur les fumigations, il y avait. Oui, c'est pas la même chose. Quoi. C'est pas la même chose. Ouais. Donc il a fallu que j'invente tout, absolument tout, que je me crée mes propres techniques, donc ça a été beaucoup de cafouillage, évidemment, jusqu'à ce que je commence à trouver. Puis après, c'était se procurer les plantes aussi. Je faisais beaucoup de cueillettes sauvages. Ouais. Autour de chez moi, j'avais plein d'endroits qui étaient protégés. Et puis, bah ouais, mais faire des encens, faire des cueillettes, bah, tu t'aperçois qu'à un moment donné, tu peux pas être partout. Et puis... tu as commencé à en vivre assez vite. Bah, en fait, j'ai bidouillé pendant 2 ans dans mon coin, quoi. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis dit, bah, je vais professionnaliser. Voilà. C'est parti. Bah, vraiment comme ça, quoi. Tu vois, genre... Sans qu'on a l'habitude, c'est toujours pareil, si on fait pour soi, après, bah, tiens, il y a une amie qui passe, ah, bah, tiens, c'est sympa. Bah ouais, en gros, c'était ça. Puis je faisais des encens sur mesure avec les gens... j'avais imaginé un espèce de tarot où les gens, donc j'avais un protocole quand même, où les gens faisaient des tirages et je leur mélangeais les plantes qu'ils avaient sorties, quoi, en fait. Et puis bah ouais, pourquoi pas faire des encens, c'est vrai que c'est sympa. J'avais bien conscience d'être un ovni à l'époque. Je le suis toujours d'ailleurs, mais maintenant je vis avec. Et ce qui était compliqué, c'était de trouver des plantes, parce que oui, alors le truc, c'est que je me suis rendu compte que en fait, cultiver des plantes et produire des plantes sèches, et ben c'est un vrai métier. Ah oui, c'est sûr. Voilà, donc là j'ai commencé à chercher des professionnels, et puis je me suis rendu compte aussi que bah, certaines plantes, enfin surtout les racines, si je trouvais quelqu'un qui avait les outils pour me les réduire en poudre, ça m'aurait vachement arrangé, quand même. Parce que je peux te dire que des racines, c'est du bois. Et quand il faut, à partir de ton bois et un hachoir, que tu te fasses de la poudre, comment te dire? D'accord. Tu te fais des muscles et c'est une école de patience. Ce que j'allais dire justement, comment est-ce qu'on crée l'encens en soi? Parce qu'effectivement, il faut tout un procédé, j'imagine. Oui, je suppose. Je sais pas, j'ai jamais vraiment analysé le truc. Moi, j'avais des bouquins sur les plantes. Alors, j'ai une formation en phytothérapie et une autre en aromathérapie. Donc, bon, je pars quand même pas tout à fait de nulle part. Et puis, bah, après, c'est beaucoup d'essais, quoi. Ouais. C'est beaucoup d'essais. C'est faire brûler des plantes, dire, tiens, je vais faire brûler ça. Alors, déjà, bien connaître ta plante quand elle brûle. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de plantes, elles n'ont pas du tout le même parfum quand elles sont sèches que quand elles brûlent. Oui. Donc déjà, moi j'appelle ça une bibliothèque olfactive. C'est comme un travail de parfumerie en fait. Il faut que tu aies vraiment, quand tu parles de la cannelle, il faut vraiment que tu aies toutes les notes de la cannelle en tête pour pouvoir te dire, après je vais pouvoir la marier avec telle et telle plante parce que je vais faire ressortir telle chose ou tel aspect, donner de la profondeur ou au contraire resserrer le parfum, aller sur un côté sensuel ou quelque chose de plus mystique. Là, tout ça, tu l'apprends en fait. Oui, parce que si on prend le guide, effectivement, dans chaque encens, tu as quand même 4 ou 5 plantes différentes quasiment. Ouais, minimum. Minimum, ouais. J'ai des encens, le chasseur de rêve, j'en ai 12 dedans. Ah oui, d'accord. Ouais. Comme ce ne sont que des aromatiques, pour le coup, c'est des plantes qui se marient entre elles. Okay. Mais ça, c'est l'expérience, quoi. Oui. C'est l'expérience, puis la passion. Parce que si t'es pas passionné, au bout de 3 jours, t'arrêtes, quoi. Donc ouais, c'est beaucoup ça. Et puis après, c'est faire des essais. Des essais. Tu recommences, tu essayes un truc, tu dis bon, ok. Alors ça, plus ça sent ça.
ok, donc tu te le mets bien dans la tête. Mais si je rajoute ça, ok, ça sent ça. Ouais, mais pour être sûr que ça, ensemble, il faut que je fasse un essai avec 2 plantes, puis 2 plantes, tu vois, Ah oui, donc, pour vraiment avoir toutes les combinaisons et créer ton parfum, quoi. oui, parce que ça peut vraiment s'apprendre. Même s'il y avait des écoles, enfin, à part le tester en direct, on peut pas l'apprendre autrement, quoi. Bah non, bah non, sinon après tu fais une école de parfumerie, c'est 4 ans d'études, Oui. c'est, je sais plus, 12 ou 15 000 euros à l'année, enfin, tu vois, Mais tu peux le faire tout seul, après si c'est un plaisir, c'est vachement sympa. C'est comme quand tu cuisines. Oui. Mais c'est la même chose en fait. Pour moi, entre la cuisine et les enfants, déjà tu as 90% de ce que j'utilise qui se mange. Oui. Mais c'est pareil, tu sais, c'est comme quand tu es en train de cuisiner, j'en sais rien, moi tu fais des pâtes et puis d'un seul coup tu te dis, ah mais tiens, je mettrais bien un peu de basilic, ah mais tiens, ah ouais, mais j'ai un peu d'ail, tiens, ouais, ok, machin. Ah oui, oui, puis, ah mais peut-être une petite salade, un petit... Tu vois, c'est ça quoi en fait. Oui, complètement. C'est exactement ça. Mais avec les plantes. Alors après, moi, je travaille aussi le côté du message des plantes, ce qu'elles ont à nous raconter, ce qu'elles ont à nous dire. Et là, ben, je sais pas te dire par où ça passe, quoi. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que les rares fois où j'ai fait des essais en étant extrêmement logique, en disant alors telle plante, elle a telle propriété, donc si je la marie avec tel truc pour tel truc pour tel truc, je vais arriver à un mélange qui va sentir ça et qui comme effet va avoir ça. Alors au niveau de l'effet, j'en sais rien, mais au niveau olfactif, c'est pourri. C'est vrai. Ça Ah marche oui, pas. oui. Ouais. Oui, parce que c'est quasiment de l'art, en fait. Oui, bah oui, il y a une part d'art. Hein. De toute façon, ouais. Complètement, ouais. Ouais, ça, après, oui, bah, on y retournera une fois que, pour finir, comment tu avais commencé. Donc, tu disais que tu avais commencé au bout de 2 ans à le faire en pro. Ouais. Et puis bah écoute, après j'ai commencé avec les marchés du matin, tu vois, Ouais. donc entre les poireaux et le fromage de chèvre. Et puis après je me suis spécialisée plus bah, sur les marchés d'artisans, parce que moi je Oui. me considère comme artisane, et ça j'y tiens vachement. Et puis après, quand j'ai été certifiée en bio, bah, les foires bio. D'accord. Voilà. Et puis je suis allée bah, sur le fantastique et sur les médiévales par goût personnel. Surtout sur le fantastique en fait, parce que je suis une grosse fan de littérature de l'imaginaire. Et je trouvais qu'avec les encens, il y avait des propositions à faire. Puis bon, après moi j'ai tous mes encens de sorcière, tu vois, parce que tu as pris l'offrande aux elfes, Les dragons. le passage des lunes. Et les sorcières sur le fantastique, elles ont leur place, quoi. C'est clair. Mm. Parce qu'effectivement, au départ, c'est vraiment dans une démarche, on va dire, olfactive, du coup. Non. Non, c'est quand même déjà. Bah non, sinon ce serait trop simple. Non, les tout premiers encens que j'ai fait, en fait, je suis partie de l'archéo-expérimentation. Ok. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que l'archéo-expérimentation? C'est de partir des trouvailles archéologiques et d'en faire de retester, du coup. Ouais, et de voir, bah, c'est des hypothèses de travail pour les archéologues, en fait. Ah oui, d'accord. Et moi, j'adore ça. C'est un Ouais. truc qui me passionne. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, sur les encens, il n'y avait que dalle. Ouais. Et comme je suis assez joueuse, je me suis dit, moi j'habite en Bretagne, on avait des plantes, on a des traces de fumigation qui ont été retrouvées, on a des traces archéo. Ok. Et je me suis dit, ben, je vais faire Astérix, 52 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vraiment juste la limite de la conquête romaine. Qu'est-ce qu'on avait en Bretagne comme plante? Enfin, en Bretagne, dans le nord-ouest de l'Europe, ou si tu veux, dans les pays considérés comme celtiques. Qu'est-ce qu'on avait comme plante? Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme fumigation? Et je me suis dit que ces fumigations, très certainement, elles étaient utilisées, bon, sans doute pour de la médecine, parce que dans l'Antiquité, en fait, les encens, on ne connaissait pas la médecine actuelle, mais on avait remarqué que beaucoup d'encens, il y a des textes là-dessus, notamment chez les Grecs et les Égyptiens, ils agissaient sur les états de nervosité, le stress, les problèmes de cauchemar, ce que maintenant on va appeler des névroses, des dépressions, machin, compagnie. Et je m'étais dit, bah, s'il y en avait en Égypte, s'il y en avait chez les Grecs, il devait certainement y en avoir ici, parce que tout ce petit monde communiquait, les routes commerciales, on ne les a pas inventées. Donc voilà, je suis partie de ça. Et après, bah, ça a été des recherches avec des universitaires, des spécialistes des civilisations celtes, et puis des ethnobotanistes, pour voir un petit peu quelles étaient les croyances qui étaient liées aux plantes, et puis essayer de retrouver quelles étaient les plantes qu'on pouvait déjà trouver ici, et qui n'ont pas été importés par les Romains. D'accord. Voilà. Donc une fois que j'ai fait tout ce boulot-là, j'ai créé au départ 4 encens qui correspondent aux 4 grandes cérémonies celtes, c'est-à-dire Samhain, Imbolc, Beltane
et l'Omnassad, auquel j'ai rajouté les 2 solstices, même si les Celtes ne célébraient pas les solstices, parce que moi ça me parlait et puis qu'on me le demandait. Voilà, mais j'ai pas fait les équinoxes parce que ben voilà, ça s'est pas trouvé. Et puis moi je suis pas dans la Wicca. Ouais. La Wicca c'est autre chose quoi. Oui, après chacun fait sa tambouille selon C'est ses ça. propres croyances. Ouais. Ok. Voilà, donc je suis partie de ça. Et puis bah, j'ai débarqué comme ça sur les marchés avec mes petits encens en poudre, parce qu'à l'époque je savais pas faire des bâtons. Ouais. Et puis je savais pas faire les marchés non plus. Donc c'est assez folklore. Mais bon, il y a quand même des gens à qui ça parlait. À la fin de ma première saison, je me suis rendu compte que non seulement j'avais pas perdu d'argent, mais j'en avais gagné un petit peu. Donc je me suis dit, bah banco, je continue. Et là, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse des bâtons, quoi. Donc je suis retournée à l'atelier, et puis bah pareil. Essai, erreur, recherche, jusqu'à sortir mes premiers bâtons. Oui, parce que bâton ou encens, c'est pas la même technique, j'imagine du tout. En fait, ce qu'on appelle encens, c'est tout ce que tu peux faire brûler. Oui, c'est de la poudre. Qui n'est pas à des fins de cuisine. Pour D'accord. faire quoi. Ok. Donc ça s'utilise en médecine. Ouais. Tu as des peuples qui continuent à utiliser ça actuellement. Ça s'utilise pour se parfumer. Le mot parfum, Oui. en fait, il vient de perfumum, c'est-à-dire à travers la fumée. Parce que dans l'Antiquité, c'était comme ça qu'on se parfumait. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu mettais un brasero avec des mélanges de plantes, voire de résine, et dedans, on passait les vêtements qui s'imprégnaient de la fumée et donc du parfum. On passait les chevelures et on passait les corps. C'est-à-dire que, et ça se pratique encore au Maroc, par exemple, tu mets un brasero avec un encens entre tes jambes, tu t'enveloppes dans un grand drap, et en fait, l'encens, la fumée va passer tout le long de ton corps. Et c'était aussi une façon de se prémunir des maladies. Ok. Parce que, par exemple, on sait que les grandes résines comme la myrrhe, comme le Liban, beaucoup utilisées en Égypte, c'est bactéricide, fongicide et antiseptique. D'accord. Ah oui. Donc, quand on disait qu'on se purifiait spirituellement, mais on se purifiait physiquement aussi. Ah, donc, oui, tout est plus ou moins lié toujours. Ouais. D'accord, excellent. Voilà, donc puis après petit à petit j'ai commencé à être un peu connu, ça a été long comme chemin, c'était... Oui, puis sur internet à l'époque effectivement, c'était il n'y avait beaucoup pas marché, internet, il n'y avait pas, tu vois, internet il y avait très peu, créer un site, une boutique en ligne maintenant en 3 clics tu fais ça, t'as même pas besoin d'un ordinateur, tu vois, t'as ta vie là-dedans maintenant, mais à l'époque c'était pas comme ça quoi, donc j'ai dû mettre 4 ans à même pas créer un site internet, mais un blog, et 6 ans à pouvoir faire une boutique. Et une boutique où à l'époque tu payais par chèque. D'accord. Puis après il y a eu PayPal. Ouais, super, il y a PayPal. Et puis bon, maintenant voilà, il y a les moyens modernes. Mais à l'époque il n'y avait pas tout ça, tu vois, il fallait se débrouiller. Et donc, donc ça a marché relativement vite, de fait. Parce que, ouais, ça, au bout de 5 ans, je savais que mon entreprise elle était viable. Moi, j'arrivais à me tirer un petit revenu, et puis voilà, puis j'ai continué quoi. Et depuis 6 ans, maintenant je transmets. J'accueille des projets professionnels parce que je me suis rendu compte que j'étais toute seule en France. Enfin, je m'en suis rendu compte. Oui, parce que les gens m'ont dit, bah oui, mais quand on cherche des formations sur les encens, il n'y a que toi. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper niche de faire des encens. Donc voilà, et puis petit à petit, j'ai des gens qui se sont formés, qui démarrent. J'ai une stagiaire qui est venue, elle est prof de yoga, maintenant elle fait ses propres encens. D'accord. Plutôt que d'apporter des trucs d'Inde tout pourris. Et il y en a une qui est savonnière, elle est en train de créer sa gamme d'encens. Et une autre qui s'est installée en PAM, donc plante aromatique et médicinale, et qui fait ses encens. Donc moi je suis hyper fière d'elle, parce qu'en plus elles font des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, mais voilà, ça ouvre. Et puis tu vois, c'est comme les savonniers, il y a 25 ans, des gens qui faisaient de la savonnerie à froid que tu trouvais sur les marchés, il n'y en avait pas. Ah oui. Bah non, c'est récent. Donc je me dis que... Et moi ce que je me dis, c'est que plus on est nombreux à faire des encens, moins les gens achèteront des trucs qui viennent de Tataouine-les-Oies, et plus ça va se banaliser, et plus ça va être facile pour tout le monde. Oui, parce qu'en fait c'est comme la parfumerie, il y a un panel absolument infini quoi. Mais tu mets 6 stagiaires autour de la table, tu mets 10 plantes sur la table, il n'y en a pas 2 qui vont faire la même chose. Oui, parce que chacun va avoir
Bah, chacun va avoir son cheminement, sa plante préférée, telle autre avec laquelle il n'a pas forcément envie de bosser là sur l'instant. Et voilà, tu vas avoir au final, tu as 10 encens différents. Ouais, donc t'es vraiment l'incarnation du j'ai mon truc un peu fou, on va tester, on verra bien, et puis au final, du coup, t'as lancé la tendance en France, quoi. Ben ouais, enfin c'est peut-être un peu ambitieux de dire ça, mais ouais, Ouais. bah, ouais, je suis un peu la grand-mère quoi, Oui. de la chose. Quand même. C'est Parce que j'ai aussi un côté effectivement un peu entrepreneurial où je motive les gens à se lancer, quoi. Ouais, Et allez-y, ouais. suivez vos rêves, Mm, euh, même si c'est un peu fou, même si c'est un peu. Voilà, si les gens autour vous disent c'est barré, voilà, si c'est ce qui te parle et te Écoute, moi passionne. je pars d'un principe tout con. On a la chance de vivre dans un pays où on est super protégé. Mm. Il faut se battre pour que ça continue d'ailleurs. Mais quand tu te lances pour créer quelque chose, alors bon, après, effectivement, tu as toujours des histoires de il faut des fonds, il faut pas de fonds, il faut machin. Mais nonobstant ce truc-là, tu prends zéro risque. Oui. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que ça marche pas. Bon, bah oui. Et alors, Oui, c'est ça. tu t'inscris au chômage, on a le RSA qui t'évite de te retrouver à la rue quand même complètement. Mm. Enfin, tu vois, voilà, faut y aller. Oui. On n'a qu'une vie. C'est ça. On n'a qu'une vie. Et de toute façon, le but c'est aussi qu'à la fin tout le monde fasse ce qui apporte un peu de vibration, et en fait, bah, du coup, il y aura plus de trucs industriels, il y aura plus de choses qui sont Bah pas oui. bonnes pour la nature, etc. Parce Ouais. que bah, tout le monde sera aligné en fait. Oui, puis après, tu rentres dans des systèmes d'économie circulaire. Oui, ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je prends aussi des plantes avec des paysans herboristes qui sont autour de chez moi. Les paysans herboristes, bah, ça les fait vivre. Oui. Ça les fait vivre, ils ont des gamins, ils les mettent à l'école, ça évite que l'école elle ferme, et puis le boulanger il continue à bosser, et puis bah, du coup ça crée le marché à Yvelgoat, et puis Oui, enfin, ça. tu vois, tu participes de la vie du lieu dans lequel tu te trouves. Complètement. Mm. Plutôt d'aller dans un truc industriel voilà, qui pourrait être fait partout ailleurs et qui n'a pas d'intérêt particulier, quoi. C'est ça. Complètement. Mm. Donc lancez-vous, c'est important. Et alors justement, Wellgoat, comment t'es arrivé ici c'est particulier comme Alors moi les mandarins j'ai découvert en 92. Ouais. Alors juste pour préciser, effectivement, donc Wellgoat, c'est donc on est du coup dans l'Armorique. On est, oui, on est en Armorique, Yvelgoat, ça fait partie de ce qu'on appelle l'Argoat, c'est-à-dire la Bretagne des terres. D'accord. L'Armor, c'est la Bretagne des mers, donc Mhm. c'est toute la côte, Ouais. et tout l'intérieur, c'est l'Argoat. Argoat, ça veut dire le bois. D'accord. Donc oui, on est dans la Bretagne des terres, on est dans l'Argoat, et on est en plus dans une région qui est très particulière, qui est les Monts d'Arrée. Ouais. Les Monts d'Arrée, c'est le plus ancien massif d'Europe. Mhm. Donc quand tu dis Ah oui, ouais, d'accord. première terre émergée pardon, de l'histoire de notre planète, c'était ici. Ah oui. Ouais. Donc quand tu vas aller te balader sur les crêtes, tu verras, il y a des endroits, c'est du schiste ardoisier, donc ça te Ouais. fait des espèces, t'as l'impression de chevaucher l'écaille d'un dragon endormi, quoi. Tu vois, D'accord. c'est vraiment ça, le dos. Excellent. Et il y a je sais pas, il y a un truc ici qui m'a plu. Alors c'est une terre de résistance, il y a beaucoup d'alternatives qui sont installées, parce qu'il n'y a pas d'industrie, parce que la terre est pauvre, et que de tout temps, les Monts d'Arrée, ça a été un pays assez mal vu du reste de la Bretagne. Oui. C'est un pays païen, voilà, tu vois, ça a toujours une réputation bizarre, et moi j'adore ça, quoi, en fait. Et quand j'ai découvert les Monts d'Arrée, c'était pas par la forêt, c'est par les tourbières. D'accord. Ouais, les tourbières, c'est à 15 km d'ici à peu près. On a des grandes tourbières en fait, d'anciens marais qui ont été noyés en partie dans un lac avec un barrage électrique. Ok. Mais il reste toute une partie qui est en tourbière, tu as l'impression d'être en Irlande. Oui. Parce que derrière les tourbières, c'est la montagne qui est complètement pelée avec. T'as de la jonc et de la bruyère et point barre, quoi. Avec du vent, le ciel et les nuages qui passent là-dessus à fond les ballons. Et dans les tourbières, c'est un marais. C'est un marais, donc c'est des énergies de transformation. Et en plus, nous, on a les portes de l'enfer au milieu mais voilà, t'as plein de légendes autour de ça. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. Quand je suis arrivée là, j'ai dit, je suis chez moi. Et 6 mois plus tard, je l'habitais, quoi. Ah, comme on disait, hein, la vibration, l'histoire de vibration. Ouais. Mm. Ça. Et la forêt, ça a été après. D'accord. Ouais. Et donc ça c'était avant de commencer ton activité ou... Ouais, j'ai Ah oui, commencé d'accord. mon activité en pro, j'ai démarré en 2007. Ouais. Donc tu vois, et Monts d'Arrée, j'y suis depuis 92. Ah oui, d'accord. Mm. Donc certainement, du coup, le lieu t'a aussi Ça m'a porté, nourri. on va dire. Ouais, ça m'a nourri, bien sûr, ouais. De voir les plantes, les machins. Mm.
Parce que c'est vrai que moi j'y connais pas grand chose en plantes, je suis pas un grand spécialiste, mais dans des lieux comme ça très naturels, il doit y avoir une variété de plantes absolument énorme. Ouais, puis bah, tu vois, moi j'habitais plutôt du côté de la Lande, D'accord. côté crête des Monts d'Arrée. Mhm. Et sur les crêtes des Monts d'Arrée, t'as énormément de. Bah, t'as de la jonc, t'as de la bruyère. Ouais. Et la jonc, par exemple, quand c'est en fleurs, ça a une odeur, mais de Ah noix oui. de coco. Oui, Et exact. tu te Oui. balades dans la Lande avec cette odeur-là, mais c'est juste génial, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est vraiment un truc. Donc ouais, il y a ça. Et puis bah moi après je faisais mon jardin bah, comme tout le monde, tu vois, mes Ouais. premiers aromatiques pour la cuisine. Mais ouais, j'ai toujours eu des plantes autour de moi, quoi. Mais après, pas en culture, moi je suis pas. Une fois de plus, je suis pas paysanne herboriste, Ouais. quoi, c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que l'agence, j'avais remarqué ça en février dernier, parce que j'avais déjà fait un tour, un petit tour en Bretagne. Et effectivement, je sentais ces ajoncs et je mangeais les fleurs. Et ouais, je disais, mais ça sent la vanille, la coco quoi. Ouais, C'est ça a assez, des odeurs hyper intéressantes. Alors par contre, tu vois, la grosse frustration avec la jonc, Ouais. c'est que pour le coup, une fois qu'il est sec, t'as plus rien. Ah oui. Ouais. Donc, T'as donc, absolument plus impossible rien. de le mettre, Tu peux pas. Non, tu peux pas faire grand chose avec la jonc. C'était utilisé beaucoup autrefois pour faire des fagots. D'accord. Et puis, comme complément de nourriture pour le bétail pendant l'hiver, donc c'était haché, hein, évidemment. Mais en phyto, j'ai pas trouvé grand-chose sur la jonc. Si, dans les fleurs de bac. D'accord. Là, pour le coup, ouais, il utilise la jonc dans les fleurs de bac, tu le retrouves. Je vais juste. Bah, tu vois, toutes ces plantes-là, c'est petit bonheur, quoi. Oui, puis, effectivement, on est vraiment sur les plantes locales quoi. Ouais. En fait. Ben moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, tu vois, c'était... parce que sinon, c'est pas compliqué, tu commandes ta myrrhe, ton oliban, ton santal, tu vois, tu te poses aucune question, tu fais tes mélanges, pouf, t'as un encens. Bon, super. Moi, c'est pas mon truc. Il y a des gens que ça éclate, hein, mais moi, j'aime bien me dire que, voilà, les plantes que j'utilise, elles ont poussé à côté de chez moi, que je connais les gens qui les font pousser, que je sais aller sur leur terrain, que... Enfin, tu vois. Ouais. Voilà. J'aime bien savoir tout ça, quoi. Je suis une grosse curieuse. Moi, je me laisse porter, moi, tu vois. C'est plus les plantes qui me guident Oui. que l'inverse. C'est... Tu vois, là, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Ça fait des années que j'avais envie de travailler avec de la sauge blanche. Oui. Parce que, bon, voilà, elle est réputée pour avoir des tas de propriétés. Et puis parce que son parfum, il est juste... Waouh, c'est magnifique. Oui. Sauf que la sauge blanche, elle vient des États-Unis. Elle est cultivée en conventionnel, donc elle est traitée. Elle voyage. Donc toi, quand tu arrives, ta sauge blanche, tu n'as plus grand-chose, quoi. Et en fait, il se trouve que j'ai une copine qui est paysanne herboriste qui est arrivée à en faire pousser, pas très loin d'ici, du côté de Quimper. D'accord. Et donc, du coup, elle m'a fait... J'ai ma première récolte de sauge blanche, qui est en bio, qui va être en nature et progrès, parce qu'elle va être sous mention MP. Et puis qui pousse ici, quoi. Donc, bah, la sauge blanche, elle est, je sais même plus où elle est, là, elle se balade dans l'atelier. Elle me l'a envoyée cet été quand elle a fait sa récolte. Pour le moment, j'y touche pas. Je sais qu'elle est là. Je sais que je vais faire un encens avec, mais j'ai pas encore les autres plantes. Je sais pas à quoi l'encens va être destiné. Tout ce que je sais, c'est que ça sera pas un encens de purification. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas te dire pourquoi. Et je vais attendre que les plantes arrivent. Et en fait, quand je prends le temps de me poser, tu vois, j'y réfléchis. Et puis, pouf, j'ai une plante qui vient. Alors, il y a des fois, je peux avoir 3-4 plantes et mon encens, il est calé en un quart d'heure, tu vois, c'est bon, j'ai mes éléments. Et puis, des fois, ça met 1 an, 2 ans. Voilà, parce que c'est pas prêt. Parce que je suis pas prête à... C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ouais. Complètement. Voilà. De toute façon, c'est classique. Hein. Tout arrive toujours pour une raison. Ben, c'est ça. Donc je sais pas ce que je vais en faire de cette sauce. Je sais qu'on va bosser ensemble. Mais qu'est-ce que ça va donner au final? J'en sais rien. Le seul truc que je te dis que je sais, c'est que on va pas aller vers un ensemble purification. Ça, c'est sûr. Elle a d'autres choses à raconter, cette plante. Oui, et puis tu me disais aussi la dernière fois là, sur le marché que quand tu faisais par exemple l'encens dragon protecteur, bah, tu avais vraiment l'impression d'avoir le dragon qui était avec toi, quoi. Ah bah lui, quand je l'ai créé, ouais, il y avait du monde. Mais c'est marrant, c'est par moment. Ouais. C'est pareil, c'est par moment. Il y a des moments où... déjà, bon, quand tu fabriques de l'encens, c'est une forme de méditation. Oui. Mais quand tu crées un encens, bah, je pense que c'est un processus créatif que tu retrouves dans tout type de création.
que ça soit du dessin, que ça soit n'importe quoi, à partir du moment où tu es dans un processus créatif, quelque part, tu es un peu décalé du monde. Tu vois, t'es dans ta bulle. Oui, forcément. T'es dans ta bulle et puis tu as des choses qui arrivent. Il y a des gens qui me disent quand ils dessinent, par exemple, ils dessinent ce qui leur est venu. Et si c'est un dragon qui leur est venu, ils dessinent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont... un encens, c'est un peu ça, quoi. Et l'encens, il se construit, mais c'est le même processus, hein, il se construit petit à petit. Et puis de temps en temps, oui, il y a des choses qui arrivent, quoi. Tu vois, ça peut être... sur les dragons, je l'ai appelé comme ça parce qu'effectivement, il y avait vraiment cette énergie de dragon qui était là. Tu vois, mais moi, je ressentais vraiment ça, quoi. Une espèce d'énorme bestiole, tu vois, qui se dresse derrière toi puis qui pose les 2 pattes devant toi, l'air de dire c'est mon humain à moi, toi, n'y touche pas. Ouais. Un truc comme ça. Et j'ai d'autres encens où ça s'est fait tout dans la douceur, tout. Oui, les elfes, j'imagine que c'était beaucoup plus. Ouais, les elfes, ouais. Par contre, quand j'ai fait. C'était lequel? C'est le chant de la forêt. Ouais. Putain, ouais, là, ça a déménagé, quoi. Ouais. Ah ouais, là, j'ai eu du monde dans l'atelier, puis du. Tu sentais que c'était très ancien, très présent, très fort. À la limite, Enfin, moi, je me souviens, le sentiment que j'ai eu, c'était de me dire, putain, je suis vraiment toute petite, quoi. Tu vois, j'avais l'impression d'être un microbe, quoi. Et que je pouvais me faire virer d'un revers de main, quoi. C'était assez étonnant comme sensation, ouais. Oui, parce qu'en plus, toi, tu fais pas forcément cette dynamique-là. Donc, à la base, enfin, faut dire, t'appelles pas les esprits, quoi. Non, donc, non. Ouais. Non. C'est vraiment qu'ils viennent parce que t'as la vibration qui fait que. Voilà, s'ils ont envie de venir, ils viennent, ils sont les bienvenus. Mais non, je fais pas une cérémonie particulière, je travaille pas ça, je laisse venir, moi. Je laisse venir, je me laisse traverser, parce que c'est pareil, le fait de les appeler, moi j'ai une position qui va peut-être en choquer certains, mais je suis pas forcément fan d'appeler les choses. Ouais. Surtout que D'abord parce que quand tu appelles, tu sais pas forcément qui t'appelle. C'est ce que je veux dire. Ouais. Tu maîtrises pas forcément. Puis une fois que tu as appelé, puis que l'autre il est là, puis qu'il s'y plaît, puis que tu lui dis maintenant tu retournes dans ton monde, et qu'il a pas envie, tu fais quoi? Voilà. Et puis je me dis que non, pour moi il y a des mondes parallèles, tu vois, qui se côtoient, qui de temps en temps s'interpénètrent, et t'as des moments de rencontre. Mais ces moments de rencontre, c'est des biens précieux, quoi. Tu vois, c'est des cadeaux. Et moi, il y a des moments où je sens que je suis en capacité d'être dans ces moments-là. Donc juste, je me positionne en disant, c'est open, quoi. Voilà, je suis là. Mais d'abord, c'est pas au quotidien. Et puis, il y a des moments où j'ai pas envie, quoi, tout simplement. Oui, j'ai juste pas envie. Puis effectivement, du coup, le fait comme tu le fais quand tu es dans une vibration très haute, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de je veux un truc. Non, il n'y a jamais d'attente. Et du coup, ça diminue grandement le risque qu'il y ait des esprits pas très sympas qui arrivent, quoi. Bah ouais. Parce que souvent ils arrivent parce qu'on veut un truc, on demande quelque chose, donc ouais. C'est ça. Oui, puis après il y a même, je vais te dire, il y a même des moments où je sens que faut surtout pas que je le fasse. Oui. Quand on est fatigué, ouais, où je me dis tiens attention là, sois vigilante, reste en éveil, et dans ces cas-là, je prends un encens et je l'allume. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment, je sens qu'en parler, ça chauffe. Ouais. Et pareil, les encens, je ne regarde pas ce que j'allume, je pioche. Ah oui, tu pioches directement. Et c'est quand je le pioche que j'ai l'information, en fait, me dit ah ouais, ok, c'était ça. Ou c'est ça qui est à l'œuvre. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, cette notion de retravailler l'intuition, qui est plus une énergie féminine. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout les hommes, on n'a pas trop l'habitude de faire ça. Ouais, après c'est pas forcément, pour moi c'est pas une énergie féminine, c'est une énergie de point. Général, ouais. Oui. C'est juste que les filles, on est plus, depuis toute petite, on est conditionné à les filles, elles sont plus intuitives, les filles machin, alors que et on le dit pas aux garçons. Ouais, ça va, on le dit pas aux garçons. Alors que si on leur disait, en fait, vous êtes hyper intuitif, ils se feraient vachement plus confiance et ils écouteraient beaucoup plus. Je pense que c'est plus des questions d'éducation et de conditionnement. Après, tu as des gens qui sont très intuitifs et d'autres qui sont à peu près aussi intuitifs qu'une bûche. On n'est pas tous fait pareil. Voilà. Moi, j'ai des copains, ils arrivent quelque part, ils disent, tiens, là, il y a de l'eau qui passe, il y a une rivière, il y a un machin.
Moi, pour le coup, je peux juste te dire, putain, je trouve qu'il fait humide, quoi. Tu vois, j'ai aucun ressenti par rapport à ça. Oui, mais après, ça c'est des trucs qui se. En fait, c'est un peu comme un radar, quoi. Faut mettre ça. Soit les gens ils sont tellement ouverts que du coup ils perçoivent tout, soit sinon il faut se mettre sur la fréquence précise et dire je perçois. Voilà, mais quand t'es hyper ouvert, faut peut-être aussi apprendre à fermer un Oui. peu, quoi. Tu vois, Ouais, c'est c'est clair. aussi. Moi, je suis convaincue d'un truc, c'est qu'on a quand même quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. À ma connaissance, de tous les êtres vivants sur cette terre, on est les seuls à l'avoir. Ben, je suis désolée, mais c'est fait pour s'en servir, quoi. Et c'est, faut pas se laisser non plus. Moi, j'entends plein de gens qui disent oui, mais moi, j'ai des trucs qui m'arrivent. Bah oui, mais enfin, en même temps, t'as le droit de mettre un stop. Hein. Oui, complètement. Si Oui. tu le fais pas, c'est ta responsabilité. C'est voilà. Oui, en fait, il n'y a rien dans notre réalité qui est pas. Oui, parce qu'effectivement, en fait, tout ce qui nous arrive dans notre réalité, c'est voulu d'une certaine manière. Donc, s'il y a des choses qui nous arrivent qui sont pas agréables ou quoi, en fait, c'est nous qui l'avons laissé arriver parce que soit c'était ouvert inconsciemment. Oui, c'est ça que c'est. Y a pas, donc, quand là, typiquement, il y a beaucoup de gens, beaucoup des femmes qui sont hyper connectés, et donc ils vont ressentir toutes les émotions de tout le monde, tout le temps être empathique, etc. Et je leur dis, mais en fait, t'as juste à te dire, je coupe la connexion, et voilà. Bah c'est ça. Il n'y a pas besoin d'absolument aller aider tout le monde et ressentir les énergies de tout le monde pour exister. Quoi. Oui, c'est pas. Moi, je pense que oui, tu peux décider. Après, dans ta vie, t'as un chemin de vie, t'as des choses à apprendre. Donc, c'est vrai, quand t'es un peu têtu, au bout d'un moment, la vie, elle t'en met une bonne. Paf qu'est-ce qui m'est arrivé? Et que oui, il y avait peut-être des choses à comprendre. Mais je pense qu'il y a. Comment dire? Il n'y a pas besoin de systématiquement remettre un sens caché sur les choses. Oui. Je veux dire, tu es en train de faire la cuisine, tu laisses tomber ta boîte d'œufs. Ben voilà, tu vois, il n'y a pas forcément 50 entités autour de toi qui sont en train de te dire non, mais t'as laissé tomber ta boîte d'œufs parce qu'il y a un sens caché. Tu vois, des fois, il faut un peu lâcher le truc aussi. C'est clair. Ce que j'aime bien dire là-dessus, c'est voilà, s'il n'y a aucune explication à quelque chose et que la seule explication c'est un truc spirituel, effectivement, là oui. Mais sinon, effectivement, on n'a pas la peine de tout le temps tout ramener au spirituel. Quoi. Ouais. Typiquement, il y a une fois où, parce que je bosse beaucoup avec les runes, j'avais fait Isa, c'est la glace, c'est un I en fait. Et l'après-midi, j'ai été malade comme un chien pendant 2 heures où j'ai vidé tout ce que je pouvais. Il n'y avait aucune raison que je sois malade. Je me suis dit, bon, bah, il y avait dû avoir un truc, une vidange quoi. Ouais, c'est possible. Mais il y avait aucune raison. J'ai mangé la même chose que tout le monde, j'ai bu normal. Donc là, effectivement, il devait y avoir quelque chose qui m'a fait que. Voilà. Mais, bah, peut-être parce que dans le tirage que tu as fait, les informations que tu as eues, ça a mis en branle quelque chose à l'intérieur de toi qui était coincé et qui avait peut-être besoin d'être purgé. Quoi. C'était pas un tirage, c'était en fait les positions. Donc du coup, on incarne vraiment la rune, donc c'est encore plus forcément. Quand on veut se réaligner et qu'un truc n'est pas aligné, bah faut que ça sorte. Quoi. C'est ça. Ouais, là pour le coup, ça part dans le temps. C'est ça. Donc, mais oui, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas besoin de tout voir comme forcément des signes ou. Ouais. C'est clair. Faut lâcher un peu des fois. C'est ça. Et lâcher et. Comment dire, le faire de manière. Enfin, vivre en fait. Parce qu'on est là pour vivre aussi, comme tu disais. Bah, oui, puis quand tu regardes. Moi, je me réfère souvent à l'Antiquité parce que je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Mais la religion, elle était au cœur de la vie des gens. Mais en même temps, le temple, c'était que à certains moments précis. C'était pas tous les jours. Ouais. Tu vois? Ou si tu y allais pour faire ta petite prière et poser tes 3 bâtons d'encens. Mais ça tient plus de rituel que comme se brosser les dents, quoi. Tu vois? C'est pareil, si tu le fais en conscience, te brosser les dents, bah, c'est pas la même chose que si tu le fais machinalement. Voilà, c'est juste. Mais par contre, les grandes cérémonies religieuses, elles avaient du sens parce qu'elles n'arrivaient que à des dates précises, à des moments précis, et que tout le monde s'y préparait. Là, effectivement, c'est intéressant parce que tu parlais donc des 4 fêtes celtes. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Ouais, alors, je vais pouvoir te développer uniquement à partir de ce qu'en savent les historiens, c'est-à-dire en gros, pas grand-chose. Après, tu peux broder autour. Il n'y a pas de problème, l'imaginaire se met en route, et heureusement d'ailleurs. Mais ce qu'on enseigne, chez les Celtes, il y avait un truc qui était très particulier, c'est que contrairement aux Romains, par exemple, qui célébraient les solstices et les équinoxes,
donc une civilisation très agricole, basée sur les rythmes du soleil. Chez les Celtes, qui pourtant étaient aussi une civilisation agricole, parce que ça c'est pareil, l'imaginaire, la grande Gaule chevelue, ben non, c'est pas vrai, la Gaule elle n'était pas chevelue. Quand tu vas sur la montagne, là, Yvelbat, tu as un ancien oppidum, ce qu'on appelle le camp Artus. Tout le monde trouve ça super joli, c'est effectivement un ancien oppidum. Après, tu as un petit détail pratico-pratique, c'est qu'un oppidum qui est entouré de forêt, il sert strictement à rien. De base, c'est une plateforme. Donc c'est fait pour que tu vois l'ennemi arriver de loin, donc ça veut dire que tout autour c'était cultivé. Et en fait les grandes forêts se sont redéveloppées, mais après la chute de Rome, dans ce qu'on a appelé, ce que les Anglais appellent les Dark Ages, tu vois, entre le 4e et le 8e siècle, où là effectivement il y a eu une déprise agricole parce qu'il y a eu une déprise de la population, il y avait moins d'habitants, donc la forêt s'est redéveloppée, mais chez les Celtes c'était une civilisation agraire. Donc, et c'est eux qui ont inventé le stock de charrues. Donc, tu vois, ça en dit long, quoi. Mais bizarrement, ils ne célébraient pas, on n'a pas de traces, en tout cas, historiques et archéo, qui célébraient les solstices et les équinoxes. Non, eux, ils célébraient un truc qui était entre les deux. Donc, à un moment où, a priori, il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'on a sur les solstices, c'était encore avant sur les mégalithes qui sont alignés avec les solstices. Oui, ça c'est néolithique. Mais c'est pas le même peuple, effectivement. Ah, puis c'est pas les mêmes époques. Les alignements, c'est entre 3 et 3005 et 6000. Les Celtes, on est plutôt sur du 500, quoi. Donc, il y a un petit peu d'écart, quand même. Donc, ce qui n'empêche pas qu'effectivement, apparemment, ils auraient réutilisé certains monuments. Mais c'est pareil, on a très très peu de traces, quoi. Tu vois, c'est les druides qui sacrifiaient des humains, etc. Faut jamais oublier que l'histoire elle est écrite par les vainqueurs, et tout ce qu'on a sur les Gaulois, c'est la guerre des Gaules de Jules César. Tu vois, donc c'est quand même un petit peu orienté quand même comme récit, quoi. C'est clair. Et puis un ou deux textes grecs. D'ailleurs, celte, c'est un mot grec qui signifiait barbare. Donc ça montrait déjà comment les Grecs considéraient les autres populations et les Celtes en particulier. Et donc pour revenir à ces célébrations, donc la première c'est Samhain. Samhain, elle se situe à mi-chemin entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Oui, c'est le 1er novembre par là. Voilà, aux alentours du 1er novembre. Alors tu as des gens qui disent c'est à la pleine lune parce qu'il faisait jour, enfin on y voyait clair, donc on pouvait faire des cérémonies. Moi, ça me fait doucement rigoler parce que va-t-on trouver une pleine lune tous les ans éclairée, sans nuages, en Bretagne? Bon, déjà, voilà. Il y a des gens qui disent c'est à la lune noire, puisque Samhain marque le début de l'hiver. Ouais, ça se tient. Et en fait, le seul texte qu'on ait, c'est Pline, qui dit que les Celtes démarraient leur cérémonie 6 jours après la pleine lune. C'est pareil, 6 jours après la pleine lune, quand tu regardes le cycle lunaire, il ne se passe pas grand-chose non plus. Donc, ce qui est intéressant avec les Celtes, c'est que c'est toujours dans un entre-deux. Entre une montée de lumière, une descente de lumière. Entre un équilibre et un paroxysme. Voilà, c'est toujours... Voilà. Donc, la première, c'est Samhain. Alors, ce qu'on sait de Samhain, c'est que c'était le moment où on honorait les morts de l'année. On a des infos qui nous disent que tout le monde devait être présent à Samhain sous peine de mort. Ah oui. Quand même. Ah ouais, ça rigolait pas. Donc c'était, alors bon, à la Celte, c'était des grands banquets avec des cérémonies, les druides étaient présents, les bardes avaient une importance primordiale puisque c'était eux qui faisaient et qui défaisaient les réputations à travers leurs chants et leurs poèmes. Et voilà, tout ce qu'on sait de Samhain, à peu près, c'est ça, quoi. C'est que les portes s'ouvraient entre les mondes aussi, donc il y avait accès au monde magique, mais on n'en sait pas tellement plus, quoi. Celle sur laquelle on en sait le moins, c'est celle qui suit, c'est Imbolc, donc qui avait lieu début février, et qui est liée aux agnelages. Donc, une fois de plus, ça marque que les Celtes étaient une civilisation agraire, puisque c'est là que naissent les premiers agneaux. On sait que c'était une fête, on appelle ça de lustration, c'est-à-dire de purification. Ce qui peut se comprendre parce qu'en même temps, tu arrives dans le creux de l'hiver, tu n'as plus grand-chose à boulotter. Donc, bah oui, tu te purifies parce que tu es obligé de jeûner. Et d'ailleurs, quand tu regardes les traditions chrétiennes, le carême, c'est pareil, c'est sur février et mars, donc une période où on n'a plus grand-chose à boulotter non plus. Et puis après, on termine avec l'agneau pascal, parce que l'agneau, lui, par contre, il a bouffé il s'est nourri avec sa mère, et donc on peut sacrifier un agneau, et on peut reprendre le cycle de la vie, quoi.
Donc ça c'est Imbolc, qui célèbre le printemps. C'est-à-dire vraiment de... D'ailleurs en février tu le sens, le retour de la lumière, tu sens que ça y est, les jours reviennent. Même s'il y a 1 mètre de neige, tu sens qu'on change d'énergie, quoi. Il y a plus de lumière, le soleil est plus chaud. Voilà. La 3e fête, c'est Beltane. Beltane, c'est une fête de fertilité. Ça nous a donné les fameux mâts de mai, tu vois, où tu as un mât avec une couronne, genre symbole sexuel, on fait pas mieux, quoi. C'était des fêtes qui étaient plutôt dédiées au dieu Bélénos, qui était le dieu solaire. Et c'est les épousailles de la mer de la mer, de la terre et du soleil, parce qu'il faut ça pour que les récoltes démarrent et qu'on ait de quoi boulotter pendant l'hiver. Donc voilà, on sait que souvent il y avait une grande liberté sexuelle chez les Celtes. Donc il y avait beaucoup de couples qui se formaient au moment des fêtes de Beltane, des feux de Beltane. On faisait passer aussi, la tradition dit qu'on faisait passer les troupeaux entre 2 feux pour les purifier et pour les bénir. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça. Et la 4e et dernière cérémonie, c'est Lughnasadh. Donc Lughnasadh, c'est début août. Et c'est le banquet que le dieu Lugh offre à sa mère, donc la déesse Terre, pour célébrer les récoltes. D'accord. Et bah oui, en août, on fait les récoltes, donc on a un peu une idée de ce sur quoi on va pouvoir compter pour le reste de l'année. Lugh, c'était aussi, donc c'était des grandes assemblées. On y rendait la justice. Et c'était aussi, on y célébrait les artistes et les musiciens. Puisque Lugh, en fait, c'était Lugh Lamfada, Lugh à la longue main. C'était un dieu, ce qu'on appelle polythéiste. Polytechnicien, pardon, pas polythéiste. Polytechnicien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui était le maître de tous les artisans. Ok, d'accord. Principalement des forgerons, mais pas que, des potiers, tous les artisans, en fait. Et alors, parce que j'avais vu que donc, Bélénos, effectivement, c'est le soleil, mais Lugh, c'est aussi le soleil d'une certaine manière. Ouais, alors chez les Celtes, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, ils ont un panthéon délirant de dieux. D'accord. Mais en fait, si tu veux, c'est un peu comme en Inde. C'est-à-dire que tu as quelques dieux fondateurs, et après, tu as des avatars de ces dieux-là, que tu convoques à un moment donné, sous tel ou tel aspect. Donc c'est tel aspect du dieu plutôt que tel autre que tu convoques. C'est comme ça que Dana, Kiridwen, la Morrigan, tout ça c'est la même déesse, quoi. Ouais. Et dans les dieux, tu as Lugh, Bélénos, le Dagda. Sont des avatars en fait. D'accord. Donc avatar du coup du soleil, quoi. Ouais, pas que, parce que Dagda c'est aussi dieu des profondeurs. Donc, ah oui. Eh oui, bien sûr, chez les Celtes, c'est tout le temps, t'as toujours, c'est comme le yin et le yang, quoi. T'as toujours le pendant, t'as toujours l'opposé. Dana, c'est la déesse mère, c'est celle qui est généreuse, mais la Morrigan, c'est celle qui t'emmène de l'autre côté, vers Tirnanog, ou pas d'ailleurs, qui peut te larguer dans le Cid, mais c'est elle qui accompagne les âmes des morts. D'accord, oui. De toute façon, souvent, effectivement, dans les civilisations primordiales, on est sur cette notion de polarité. Ouais, beaucoup, ouais. Et après, si tu veux, au 19e siècle, tu as eu ce qu'on a appelé la celtomania, qui s'est développée principalement en Angleterre et aux États-Unis, où là, on a vu naître ce qu'on appelle les Gorsedd, c'est-à-dire les écoles druidiques. En fait, c'est une néo-religion, parce que ils se sont basés, surtout quand tu vois les recherches archéo à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, et ils se sont basés sur des textes comme par exemple Ossian, qui en fait n'est pas un texte ancien, mais un texte qui date du 19e siècle, qui a repris les grands, tu vois, c'est toute la période des Ivanhoé aussi, tout le plein, le revival anglais, tu vois, de la grande mythologie, la mythologie arthurienne est revenue en force à ce moment-là aussi. Et comme ça se passe en Bretagne et Petite-Bretagne, on a remis les mythes celtes aussi, on a fait un gros globi-boulga avec ça. Mais c'est une néo-religion. Alors, je ne la critique absolument pas, c'est juste pour remettre les choses à plat. Et donc maintenant, tu as des collèges celtiques, tu as des écoles de druidisme, tu vois, dans lesquelles ils ont intégré aussi les équinoxes, ils ont intégré les solstices. Mais ça n'a rien à voir historiquement avec ce qu'on sait, nous, de nos civilisations gauloises, quoi. D'accord, ouais.
C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, l'imaginaire se met en route. Après, cet imaginaire, il est magnifique. Oui. Il a donné une littérature, il a donné des œuvres d'art, il a donné... voilà. Et puis, il donne aussi pour des gens des directions de vie, de spiritualité. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, tant que c'est dans une dynamique positive, de toute façon. Voilà. Oui. Complètement. Voilà. Et après, plus tardivement encore, tu as eu dans les années 50 une religion néo-pagane qui est née, qui est la Wicca. Oui, d'accord. Voilà. Où là, on est beaucoup sur la célébration du féminin sacré. Mais c'est pareil. Moi, j'ai aucun regard critique par rapport à ça. C'est juste pour remettre dans le contexte historique que, Oui, ça n'a rien de. voilà, oui, ça n'a pas grand-chose d'historique. Ce qui n'empêche pas après que. Oui, voilà, quoi. oui, complètement. Mm. Complètement. Excellent. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, je trouve aussi. Pas mal de sujets. Mm. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut retrouver tes produits? Alors, au Witchies, au rez-de-chaussée, Ouais. à la boutique. Et sinon, j'ai un petit site internet qui est indiqué sur le côté de la boîte, ici. Ouais, je le mettrai Voilà. en description. Et puis, sur Facebook, Parfum d'encens. Parfait, l'ensemble. Super. Tout simplement. Génial. Anne, un mot de la fin? Un mot de la fin, faites brûler de l'encens, ça fait toujours du bien. Et Parfait. local. Oui. Intéressez-vous aux plantes, elles ont plein de trucs à vous raconter. Local breton, on précise. Non, pas que, pas que. Oui. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci à à la toi. prochaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux retrouver tous les produits de Anne sur le site que je vais te mettre en bas. Tu peux aussi la retrouver directement dans son magasin à Wellgoat en Bretagne. Et donc comme je te disais au début de la vidéo, si tu as besoin d'aide pour avancer sur ton chemin d'éveil de conscience, pour te libérer de tous les traumas passés qui t'empêchent d'avancer, tu peux aussi cliquer sur le deuxième lien qui est en fait le lien pour pouvoir réserver directement un appel avec moi et pouvoir discuter directement de comment est-ce que je peux t'aider à avancer, à te libérer de tes blessures d'enfance, de tous les liens karmiques qui t'empêchent d'avancer, potentiellement aussi des entités qui sont là, qui traînent, il y a plein de choses à régler diverses et variées. En tout cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo et tu as plein de vidéos à regarder sur la chaîne, donc je te dis à la prochaine.